Ce mercredi 8 février 2017. Nous allons commencer tout d'abord par quelques reportages et nous passerons ensuite dans notre partie débat à la situation actuelle politique et économique en Égypte. On va commencer par l'Égypte qui a approuvé les déclarations du président américain Donald Trump qui a accusé les médias malhonnêtes de ne pas couvrir certains attentats à travers le monde. La Maison-Blanche a fourni une liste de 78 attaques mises en œuvre ou inspirées par le groupe terroriste Daesh qui, selon elle, n'ont pas été couvertes de manière appropriée par les médias. Les critiques de la Maison-Blanche visant les médias occidentaux pour avoir ignoré 78 attaques terroristes au niveau mondial méritent des louanges, assure dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères égyptien qui précise que 9 de ces attentats ont eu lieu en Égypte. Aya Al-Shel et Sarah Al-Maghrabi. La Maison-Blanche a publié une liste exhaustive de plusieurs dizaines d'attentats qu'elle juge avoir été mal couverts par les médias, alors qu'ils ont été suivis et rapportés par la presse du monde entier. Le président américain Donald Trump avait accusé lundi les médias très malhonnêtes de ne pas vouloir couvrir certains attentats. À l'appui de ces dires, son porte-parole avait promis de publier une liste estimant qu'il y avait beaucoup d'exemples d'attentats qui n'ont pas eu la couverture qu'ils méritaient. En préambule de cette liste chronologique de 78 attaques publiées lundi soir, la Maison-Blanche affirme que depuis que Daesh a proclamé son califat en juin 2014, un attentat majeur exécuté ou inspiré par le groupe terroriste a visé l'Occident plus d'une fois en 2 semaines. La plupart n'ont pas reçu l'attention des médias qu'ils méritaient, ajoute l'exécutif américain. Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères assure que les critiques de la Maison-Blanche visant les médias occidentaux pour avoir ignoré 78 attaques terroristes au niveau mondial méritent les louanges. Alors que certains pays visés par des attaques terroristes reçoivent une compassion et un soutien international, d'autres, comme l'Égypte, sont pointés du doigt pour les manquements des autorités, soulignait le texte. Il évoque notamment la couverture négative de certains médias occidentaux après l'attentat contre l'avion terroriste russe dans le Sinaï. La position américaine s'accorde avec les appels répétés de l'Égypte, soulignant la nécessité pour la communauté internationale d'adopter une stratégie globale pour lutter contre le terrorisme et qui ne soit pas sélective, poursuit le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Parlement israélien a voté une loi controversée qui va permettre à l'État de s'approprier de centaines d'hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. Des protestations se font entendre. La communauté internationale est très inquiète d'un nouveau coup porté à une paix insaisissable entre Israéliens et Palestiniens. Pour l'ONU, cette loi franchit une épaisse ligne rouge. À Paris, les présidents français François Hollande et Mahmoud Abbas ont vivement rejeté la nouvelle loi israélienne. Plus de détails dans ce reportage de Aya Al-Shel et Sarah Al-Maghrabi. Le président palestinien Mahmoud Abbas a vivement dénoncé à Paris la loi qui doit permettre à Israël de s'approprier de nouvelles terres palestiniennes en Cisjordanie occupée, ainsi que la construction de milliers d'autres logements dans les colonies. Monsieur Abbas a jugé aux côtés de François Hollande que la construction de nouveaux logements serait une agression contre le peuple palestinien, à laquelle il s'opposerait dans des institutions internationales. De son côté, François Hollande a indiqué qu'il voulait croire qu'Israël et son gouvernement puissent revenir sur ce texte. Avant lui, le coordinateur spécial de l'ONU pour la paix s'était dit inquiet que le texte ne réduise grandement les perspectives de paix. La loi créait un très dangereux précédent, a dit le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix. Selon lui, la loi ouvre potentiellement la voie à une action complète de la Cisjordanie et sape de manière substantielle la solution à 2 États, c'est-à-dire la création d'un État palestinien coexistant en paix avec Israël, solution de référence internationale au conflit. Il a évoqué la possibilité que la loi expose Israël à des poursuites de la part de la Cour pénale internationale. La réaction américaine a offert un frappant contraste avec cette indignation, mais aussi avec les critiques émises jusqu'au bout
par l'administration Obama contre la colonisation. L'administration du président américain Donald Trump a besoin de consulter toutes les parties et se gardera de commenter cette loi avant toute décision de la justice israélienne qui devrait être appelée à se prononcer sur la conformité du texte, a simplement dit un responsable du département d'État américain. Un attentat suicide a de nouveau visé des fonctionnaires afghans à Kaboul, faisant au moins 20 morts parmi les employés et les visiteurs de la Cour suprême, fauchés à l'heure de sortie des bureaux. Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, 41 personnes ont été blessées, dont au moins un enfant, mais ce bilan pourrait s'aggraver. Aya Al-Shel et Sarah Al-Maghrabi, et tout de suite après, on se retrouve pour notre partie débat. Le kamikaze s'est avancé à pied et a déclenché ce charge sur le parking dans l'enceinte de la Cour suprême, à l'heure où les employés allaient embarquer à bord des bus qui les raccompagnent, a rapporté un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Mais selon un responsable de la Cour joint à l'intérieur, l'attentat s'est produit près du guichet où le public vient récupérer les passeports, ce qui expliquerait que les victimes se comptent aussi parmi les visiteurs. La déflagration assourdissante a été entendue alentour, suscitant des scènes de panique aux abords de l'enceinte, dont les accès ont été aussitôt barrés par les forces de police. La route conduisant au bâtiment a été aussitôt barrée par les forces de police. Plusieurs ambulances et véhicules de pompiers ont été également déployés sur place. Le dernier attentat d'ampleur à Kaboul, le 10 janvier, avait visé une annexe du Parlement, également à l'heure de sortie des bureaux, faisant 38 morts et quelques 80 blessés. La Cour suprême à Kaboul avait par ailleurs déjà été visée une première fois en juin 2013 par un attentat qui avait fait 15 morts et une quarantaine de blessés. La bombe de forte puissance avait explosé à la même heure dans l'entrée du bâtiment. Les talibans avaient alors revendiqué l'opération et menacé d'autres attentats à venir si la Cour continuait de condamner à mort leurs combattants. Merci d'abord. Merci de parler le français. Merci d'avoir une chaîne de télévision
qui s'expriment en français. Merci aussi à la presse francophone, il y en a une aussi. La francophonie, elle n'est pas un cadeau simplement de ceux qui parlent le français. La francophonie, c'est un combat pour des valeurs, un combat pour de la culture, un combat pour la diversité. Et donc, nous voulons ici, à l'occasion de cette visite d'État, promouvoir la francophonie. Et je veux aussi montrer un engagement personnel. Nous accueillerons plus d'étudiants égyptiens en France pour que, justement, ils puissent revenir ensuite en Égypte et faire en sorte que la francophonie continue d'être promue comme vous le faites aujourd'hui. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International.
nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous allons tout de suite entamer notre partie débat pour ce soir qui concerne la situation économique actuelle en Égypte. Pour vous parler de cela, j'ai le plaisir d'avoir au studio Monsieur Hichem Nouri Khattab, économiste. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bon, alors, on voudrait d'une manière générale évaluer la situation économique actuelle de l'Égypte. Ça marche pour le bien. Et toujours avec l'espoir, on va avoir d'énergie. Avec le désespoir, c'est-à-dire ça marche très difficile. Vous savez, la libération du dollar a fait bien sûr beaucoup de résultats. Par exemple, maintenant, pour les étrangers qui viennent visiter l'Égypte, le coût est à peu près la moitié. Et pour les Égyptiens qui visitent l'Europe, par exemple, le coût de leur voyage, ça va être le double. Alors ça fait un équilibre. Et maintenant, encore, j'ai lu dans... Ça fait un équilibre? Équilibre, oui, bien sûr, parce que, vous savez, le dollar, c'est une offre et demande, comme n'importe quelle marchandise. S'il y a beaucoup de demandes, alors le prix, ça monte. Si ça baisse, le prix, ça baisse avec. Et maintenant, bien sûr, même les crédits de carte, maintenant, j'ai entendu que le montant dépensé là par les Égyptiens à l'extérieur est beaucoup diminué. Oui, mais quand vous dites que c'est relié de cette manière-là, donc pour le moment, ce n'est pas en faveur de l'Égypte. Si le taux d'argent dépensé par les étrangers en Égypte, parlant du tourisme bien sûr, est pour eux maintenant la moitié. La moitié et les Égyptiens, le double. Parce que les gens toujours cherchent les voyages à bon marché. Alors pour ça, l'Égypte maintenant, c'est à bon marché. Oui, mais est-ce que cette baisse de la livre égyptienne ou cette dévaluation de la livre égyptienne par rapport au dollar, ça a joué en faveur du tourisme? Est-ce que vous trouvez qu'actuellement le nombre de touristes a augmenté? Après, vous savez, vous aviez un grand problème avant parce que les Égyptiens qui voyagent à l'étranger, là, ils utilisent ces crédits de carte là, et le prix c'était à 9 livres égyptiens et au marché noir c'était à 18. C'est-à-dire si c'est comme ils payent la moitié de ses dépenses. Alors ça c'est pour régler le prix du dollar. Toujours dans l'économie, il faut avoir un seul prix pour le dollar. N'importe quelle marchandise. Un seul prix, c'est vrai, mais quel prix? Bon, en tout cas, nous avons en ligne Dr Moustapha Tamem, qui est économiste également, et on reviendra à cette question. Bonsoir, docteur. Bonsoir à vous. Bon, alors, docteur, on parlait avec mon invité tout à l'heure de la dévaluation de la livre égyptienne par rapport au dollar et de son implication sur l'économie égyptienne. Donc, on voudrait prendre votre avis. Moi, je pense qu'il y avait une très grande faute que le gouvernement a conclu quand on a pris ce pas-là de la dévaluation de la livre égyptienne. Il y avait des autres facteurs qu'on devait prendre en considération. Comme vous savez, cette décision a affecté dramatiquement les prix des médecines, beaucoup de médecines et de produits stratégiques. Numéro 2, la dévaluation aussi, ça a affecté les employés avec un revenu fixe ou un salaire fixe comme les employés au gouvernement et les pensionnaires. Alors, toute cette catégorie qui représente une très grande catégorie dans l'économie égyptienne a souffert beaucoup parce que les prix des produits on a été en double exactement. D'autre côté, il n'y avait pas une compensation pour les employés du gouvernement ou les pensionnaires pour élever leur salaire ou les pensions pour qu'on peut suivre tous ces prix qui a doublé exactement dans tout, même des
des commodités qu'on n'a pas une relation avec le dollar, la prix a été devenu double. Alors aussi, vous avez un autre facteur, c'est quand on a élevé dramatiquement le prix du benzine. Alors tout ça, ça a élevé le transport et ça a des effets négatifs en beaucoup de gens ici, beaucoup de gens, comme je vous ai dit, avec un revenu fixe. Bon, docteur Mostafa Tamem, est-ce que vous pensez que cette dévaluation de la livre égyptienne par rapport au dollar est un facteur qui pourra attirer plus de touristes en Égypte? Moi, je pense que les touristes vont venir certainement, mais la situation des touristes, c'est un facteur politique. On a la sécurité très très bien ici en Égypte, dans tous les aéroports. Et comme vous voyez, au pays, on n'a pas des actes de terrorisme comme on a dans tout le monde, comme on voit. Alors, moi, je pense que ça, c'est un facteur politique parce qu'ils sont venus, la Russie a envoyé des délégations pour voir la sécurité. L'Angleterre a fait la même chose, l'Allemagne. Alors, moi, je pense que la sécurité en Égypte est très, très bien dans les aéroports et dans le pays et tout. Alors, moi, je pense que on ne doit pas dépendre sur le tourisme. On doit dépendre sur les investissements. Et pour avoir des investissements, on doit changer toutes ces lois-là. On va élever la bureaucratie et on doit élever les êtres humains aussi, le facteur humain, parce que, comme vous savez, on n'a pas le facteur humain ici à cause de l'éducation, n'est pas très très bien. Bon, docteur Mostafa Tamem, quelles sont les sources d'entrée de devises en Égypte maintenant, à part le tourisme qui apparemment ne fonctionne pas très bien pour le moment? Maintenant, c'est le canal de Suez et les transferts des Égyptiens qui travaillent à l'extérieur, dans le monde hors Égypte. Ce sont les deux sources qu'on a pour les devises étrangères. Le canal de Suez? Et le canal de Suez, seulement, oui, et les transferts des Égyptiens qui travaillent à l'étranger. Mais les Égyptiens qui travaillent à l'étranger, je pense que ce serait en leur faveur maintenant de convertir le dollar en livre égyptienne, n'est-ce pas? Oui, définitivement. Et si vous voyez, hier à Ram, il y avait la Banque centrale a dit de presque 2 billions de dollars ont été transférés au mois de janvier. Bon, docteur Mostafa Tamem, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on poursuit. Bien sûr, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, quelqu'un qui va voyager, le premier problème, c'est d'avoir un visa. Par exemple, j'étais invité il y a 2 semaines au Jordan. La première question que j'ai demandé, est-ce qu'il y a un visa? Ils m'ont dit non. Alors, c'était très facile. Pourquoi pas avoir un visa, un accord pour les visas entre les deux pays, pour pas avoir des visas, et aussi pourquoi pas faire des visas électroniques. Alors chaque personne peut entrer par l'internet, prendre son visa. Ça sera et pourquoi ils ne le font pas? De toutes les manières, on parle depuis des années de cette histoire de visa, surtout du prix du visa d'entrée pour l'Égypte, qui est quand même... D'après moi, je le donne gratuit. Comment? Gratuit. Oui, pour encourager les touristes. D'accord, en Jordanie c'est gratuit, mais de toutes les manières, c'est pas ça qui va encourager les touristes. Non, en Jordanie il n'y a pas. Oui, je sais, mais de toutes les manières... Il y a un accord entre les deux pays. Oui, d'accord. Non, moi je parle en général du prix du visa pour l'Égypte. Même si l'Égypte annule les frais de son visa pour le moment, c'est pas ça qui va attirer les touristes, puisque comme docteur Mostafa Tamem l'a dit tout à l'heure, c'est relié plutôt à des questions politiques et des questions sécuritaires. Donc ça, c'est une chose, mais pourquoi pas, puisqu'il y a des intérêts quand même pour des gens de par le monde en Égypte. Voilà. Donc pourquoi pas justement augmenter les prix du visa égyptien? Non, au contraire. Il faut les baisser.
ou avoir des visas gratuits. Oui, mais quand vous visitez un pays comme la France, par exemple, ou n'importe quel pays en Europe, vous payez une grosse somme d'argent pour les visas. Par exemple, moi, quand je visite la France, j'ai un visa pour 4 ans. Pour les États-Unis, c'est 5 ans. Oui, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ça, c'est exceptionnel aussi. Il faut donner des... Et même votre visa pour 3 mois, pour 4 ans ou pour 5 ans, vous le payez cher. Vous le payez cher quand même. Non, c'est le même montant. C'est pas pareil comme l'Angleterre. L'Angleterre, oui, vous avez raison. C'est pas la période. Mais le Schengen, non. Bon, donc on parlait tout à l'heure de la situation du tourisme. À votre avis, est-ce que vous attendez à un retour proche du tourisme en Égypte? Bien sûr, mais regardez là. Comme notre président a dit, nous sommes dans une guerre d'existence. Vous savez, la chute de l'avion au Sharm el-Sheikh a fait tomber le tourisme chez nous. Ça va marcher pour le bien. Ça va marcher. Mais je sais qu'on a perdu environ 3 millions Russes comme tourisme, mais ça va être pour le bien. Il faut toujours avoir de l'espoir. Avec l'espoir, on peut s'avancer. Avec le désespoir, ça ne donne pas de résultats. Bon, on voudrait parler des méga-projets. L'Égypte a entrepris vraiment de gigantesques projets et normalement, ces projets sont censés attirer beaucoup d'investissements en Égypte et enrichir l'économie égyptienne. Regardez, vous parlez des grands projets. Des grands projets maintenant a fait travailler 2 millions d'employés. 2 millions d'employés, ça veut dire 2 millions familles. 2 millions de familles, ça veut dire 10 millions de personnes qui sont profitées. Et à la fin, ces projets-là, si ce sont des projets de services ou si c'est des services, ils donnent un miroir ou un visage pour l'Égypte. Non, mais une seconde. Mais comme résultat, bien sûr, l'Égypte a fait maintenant aussi des usines, comme les usines du lait des enfants. L'Égypte a fait beaucoup de projets productifs. Alors, l'avenir, regardez, un projet toujours, ça donne des résultats après 1 an ou 2 ans. Vous ne pouvez pas avoir tout entier en une seule fois. Il faut attendre. Mais quand vous êtes, vous marchez dans la ligne juste, ça s'améliore. Et maintenant, pour les projets-là, qui dit qu'on dépense pour les projets, non, les projets-là, vous savez, ces projets-là, par exemple, comme le nouveau capital, la terre, ils vendent la terre là, et la terre va donner beaucoup, ça veut dire ça va accomplir les dépenses. Alors l'État ne paye pas pour ces... Bon, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi qui est député et économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Bon, docteur, où nous en sommes avec l'économie en Égypte en ce moment? En ce moment, il faut savoir qu'on a du travail à faire et du travail assez compliqué et assez lourd. Malheureusement, le gouvernement, quand ils ont pris toutes les décisions, et je répète, ce sont des décisions toutes correctes. Je ne peux pas nier que toutes les décisions qui ont été prises, c'était des décisions correctes. Mais malheureusement, je répète, le gouvernement n'a pas fait compte à tout ce que ces décisions-là peuvent avoir comme impact sur la classe modeste et aussi la majorité de la classe moyenne, qui sont les employés. Alors, nous avons un long trajet à faire. Aussi, ce que le gouvernement fait n'est pas bien compris par le peuple. C'est-à-dire, nous vivons sur 7% de notre surface. On doit sortir. Bon, pour sortir, nous avons besoin d'une infrastructure assez compliquée et assez chère. On a déjà commencé, il y a les routes, il y a l'électricité, il y a l'énergie, il y a tout ce qu'on voit. Ce sont de méga projets, mais le résultat n'est pas vu tout de suite, sauf
comme monsieur, votre invité a mentionné, il y a des gens qui travaillent dans ces projets-là, qui approchent les 2 millions. Ce sont à peu près 2 millions de familles, ce qui est très bien. Mais aussi, ça peut créer une inflation, parce que ça a créé une demande qui n'existait pas. Et maintenant, ça existe. Alors là, le gouvernement, et j'espère le nouveau gouvernement, pourra nous dire facilement et clairement qu'est-ce qu'ils vont faire en ce qui concerne les problèmes qui touchent la classe moyenne, la majorité de la classe moyenne et la classe modeste. Et aussi, il y a les gens âgés. On ne peut pas continuer et fermer les yeux sur ces classes-là, parce qu'eux aussi, ils peuvent faire des grands problèmes. Aussi, quand on parle de microfinancement, finalement, ils ont commencé à sortir du Caire et à aller vers le sud. Et on a vu la conférence aujourd'hui qui est faite dans les gouvernorats du sud. Il faut commencer à encourager les petits projets aussi pour que la stabilité sociale s'applique. Alors oui, nous avons un long trajet à faire. Comme on appelle, les résultats en macroéconomie ne sont pas assez acceptables, c'est-à-dire l'inflation est assez haute. Il y a aussi le déficit qui s'élargit. Il y a un point positif qui est que les réserves à la Banque centrale s'élèvent petit à petit, ce qui est bien. Mais ça doit atteindre le niveau de 35 milliards pour avoir une stabilité véritable. Alors, où sommes-nous? Nous sommes au milieu du trajet. C'est un long trajet. Il faut travailler beaucoup plus. Il faut que le nouveau gouvernement aussi comprenne qu'il y a une majorité de ce peuple qui doivent vivre et doivent travailler aussi. On ne peut pas accepter aussi l'escalation des prix qui existent. Alors, on avance sur le bon chemin, mais c'est un long chemin. Oui, mais Dr Pessant Fahmy, la voix du peuple, c'est le Parlement. Donc, et les défenseurs de cette classe modeste, c'est surtout le Parlement aussi. Donc, que fait le Parlement pour augmenter les mesures de protection sociale qui sont encore insuffisantes pour le moment concernant cette classe modeste dont vous parlez? On a mis une pression assez difficile sur le gouvernement, de telle façon que maintenant, ils sont obligés de changer le gouvernement. Mais le problème, c'est que on a demandé que le nouveau gouvernement, c'est pas question que les gens s'en vont et des nouveaux têtes viennent. On veut savoir qu'est-ce que le nouveau gouvernement clairement va faire pour résoudre les problèmes, la période de la solution, parce que c'est pas question des gens qui vont et des gens qui viennent. On veut voir qui sont ces gens, quelle est leur expérience, qu'est-ce qu'ils vont faire pour aider. Mais question que, oui, on a mis une pression que peut-être était assez lourde sur le gouvernement, de telle façon qu'ils étaient obligés de changer plusieurs ministres. Mais ça, c'est pas la solution. On doit savoir aussi les critères sur lesquels on choisit les ministres. Les gens qui vont partir, est-ce qu'on va les laisser comme ça partir sans vraiment voir mettre au moins des punitions, si vous voulez. Mais on ne peut pas laisser le pays avancer quand on a un problème, on demande à Passan de s'en aller et Nermine de venir. Ça, c'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir une stratégie claire. Moi, je dis que la seule stratégie claire, c'est les 17 points qui ont été mentionnés dans le Conseil suprême d'investissement. Mais en même temps, il y a une contradiction entre ces points-là et la loi d'investissement. Vous voyez? Bon, docteur Pessant Fahmy, qu'est-ce que le Parlement a demandé concernant le remaniement ministériel et à quand doit-on s'attendre à ce remaniement? Et d'après vous, quels seront les principaux portefeuilles de ce nouveau gouvernement? Voilà, pour commencer, on a demandé tout de suite que le nouveau gouvernement, on doit voir qui sont les ministres. Est-ce qu'ils ont une stratégie claire pour résoudre les problèmes qui existent, surtout les problèmes assez lourds, c'est-à-dire les problèmes en ce qui concerne la classe modeste, une stratégie pour avoir entre 3 et 5 ans, une stratégie, comme on appelle, je ne trouve pas le mot, mais la sécurité en ce qui concerne l'alimentation, c'est-à-dire un projet assez clair sur l'agriculture et la pisciculture, et aussi ceux qui peuvent être des industries qui peuvent être basées de telle façon qu'entre 3 et 5 ans,
on ne sera pas obligé d'importer le plat de fèves avec l'huile et aussi le blé. On doit avoir une stratégie claire d'alimentation. Ça, on a demandé plusieurs fois. On a rencontré le ministre d'Agriculture et aussi le ministre du Supply et de l'approvisionnement. Je m'excuse. Oui. Et le ministre d'Irrigation pour que les trois ensemble mettent une stratégie claire et on va aussi les aider. C'est-à-dire, on ne les a pas laissés comme ça. On leur a proposé qu'on va les aider. Mais en même temps, la solution n'est pas de changer les têtes. Et ensuite, les nouvelles têtes qui viennent ne veulent pas vraiment présenter une autre stratégie. Alors ça, c'est pas la solution de changer juste le gouvernement. On doit avoir des plans clairs, je répète, et avec comment on appelle, emploi du temps. Qu'est-ce qu'ils vont mais faire? le Parlement, il contribue pas à la mise en place de ces stratégies? On n'est pas supposé, c'est pas notre rôle, mais en même temps, on leur a proposé qu'on va les aider. C'est-à-dire, dans la comité économique, on travaille sur cette stratégie il y a 3 semaines. Je pense qu'elle sera finie dans une semaine ou 10 jours au maximum. Mais c'est pas de mettre la stratégie. Est-ce que les ministres seront capables d'appliquer la stratégie? Vous voyez? Ça, c'est le problème. C'est que, oui, on peut leur donner une stratégie, mais en même temps, ils ne sont pas capables. C'est pour cela qu'on a demandé et on a insisté d'avoir les noms, les CV et aussi la stratégie avant le nouveau gouvernement. Mais malheureusement, ça a été mentionné qu'on doit accepter le nouveau gouvernement tel qu'il est, ensemble et sans même rencontrer les ministres, sans discuter des plans. Et ça, à mon avis, est inacceptable. En tout cas, Dr Passan Fahmy, le Parlement, il devra vraiment focaliser sur les intérêts de la classe modeste et la protection sociale. Voilà. Oui, vous avez raison. Bon, Dr Passan Fahmy, député et économiste, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Un point, et donc, on poursuit. Sur la santé, là. Vous savez, il y a la priorité, il y a aussi la priorité des priorités. Par exemple, là, si on prend un malade à l'hôpital et on le fait guérir, et après on le retourne à la maison mal arrangée, là. Alors l'État, c'est-à-dire on n'a rien fait. Alors l'État maintenant a commencé à donner des appartements pour n'importe quel Égyptien. Comme dit le président, chaque Égyptien a le droit d'avoir un appartement. Et ils ont fait beaucoup, des milliers et des milliers d'appartements. Et ça va résoudre le problème de la santé. D'une part, mais vous avez besoin de dépenses pour l'appartement aussi. Non, c'est réglé. C'est réglé. Regardez, tout ça marche pour le bien. Parce que, regardez là, Mustafa Kamel, il y a à peu près 100 ans, là, il a pensé à faire la banque du Misr, Banque Misr. Pourquoi il a fait la banque du Misr? Il a fait la banque pour prêter l'argent au projet qui fait travailler les gens et au lieu d'exporter les matériels bruts, c'est de faire travailler les gens et exporter la production avec un prix 2 ou 3 fois. Mais c'est-à-dire pour réduire les importations et augmenter les exportations. Oui, c'est ça. Malheureusement, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve avec les banques? Et les banques donnent des prêts pour les autos. Regardez, l'État, comme n'importe quelle personne, si vous prenez un prêt et vous le dépensez, ça c'est danger. Si vous prenez un prêt et vous faites un projet productif, de ces bénéfices, ça va payer le prêt. Alors, il faut avoir une politique économique. C'est-à-dire que vous êtes satisfait des dons qui ont été donnés à l'Égypte ou bien des prêts qui ont été accordés à l'Égypte pour faire des projets productifs. Faire certains projets, comme quoi par exemple?
Qu'est-ce qu'on importe? On a beaucoup de projets. Et maintenant aussi, comme j'ai dit, autos par exemple, les autos qui sont importés quand le prix était à 9 livres. Maintenant, les commerçants les payent et les vendent 2 fois plus. Parce qu'ils les importent à 2 fois plus? Non, maintenant, actuellement, ils importent à 2 fois plus, à 18 oui. le dollar. Mais avant, c'était à 9. Oui. Alors, les autos qui étaient chez lui, ça lui coûte à 9. Quand ils vendent maintenant l'auto, ils vendent à un nouveau prix. Un prix, il fait un profit 100%. Est-ce qu'il paye de la taxe pour... Mais c'est à l'État de superviser tout ça. Bien sûr, c'est à l'État. C'est la question. Est-ce que l'État, c'est... les revenus de l'État, c'est par la taxe. Est-ce qu'il paye la taxe pour le grand profit qu'il fait maintenant ou non? Et la protection des acheteurs aussi. Et la protection des acheteurs, bien sûr. Tout ça, c'est équilibré, oui. C'est vrai que de toutes les manières, il y a des gens qui ont vraiment profité de la situation pour faire des gains, de grands gains, profitant de cette situation bien sûr, économique. Grand gain, grand profit, grand bénéfice, mais doivent payer la taxe du profit. Est-ce que ça s'est réglé? Oui ou non? Oui, d'accord. Même s'ils payent la taxe du produit, ils ont nui aux citoyens, même égyptiens. Ce citoyen, c'est à l'État de le protéger contre ces gens, justement, qui prennent avantage de ces situations. Regardez, pour protéger les citoyens, d'après moi, il faut faire des villes industrielles spécialisées. Par exemple, une ville de meubles, une ville de... Vous avez Damiette, mais vous avez Damiette qui n'opère pas non plus comme avant. Non, parce à cause des prix, justement. On trouve la production, là, ça sort du fabrique ou du ferme avec un prix et ça arrive aux citoyens à un prix égal 2 ou 3 fois de plus. Non, mais Damiette, leur problème majeur, c'était le prix du bois qui a doublé. Le coût, vous voulez dire? Bien sûr, le coût, parce qu'ils importent. Damiette, le taux de chômage à Damiette était de 0%. L'importation, ce n'est pas 100% de l'article. Bien sûr, ça peut être 10, 20, 30. Non, mais pour le bois, pour les meubles. Là, par exemple, si cette production a 20% des instruments ou des matériels importés, non, mais pour le bois, ça va être... Non, mais pour les meubles, vous importez à peu près à 80% vos matériaux. Pour le bois, tout le bois est importé. Bien sûr, bien sûr. Regardez, la hausse des prix, on doit les surmonter. Parce que nous, maintenant, en Égypte, on a la sécurité, on a l'espoir pour l'avenir. Si on regarde les pays autour de nous, sont déchirés. Regardez l'Irak, beaucoup de morts. Regardez Yémen, beaucoup de morts. Regardez la Libye, beaucoup de difficultés, beaucoup de morts. Alors il faut surmonter là, parce que nous sommes maintenant, nous avons une armée forte. Nous sommes maintenant la colonne de la tente arabe par notre armée qui est la 10e dans le monde entier, mondial. Oui, de toutes les manières, les Égyptiens, ils ont toujours été unis. Et notre armée a toujours défendu les intérêts du peuple égyptien. On croise les doigts pour ça. Donc on ne se compare pas vraiment aux pays... vous parlez de la hausse de prix. Nous, on parle de nous, de notre situation actuelle aujourd'hui. Vous avez un problème de hausse de prix. Moi, je n'ai pas de problème. Nous, on analyse comment... Où en est-on avec notre économie aujourd'hui? Si les projets qui sont mis en place sont en faveur de l'économie pour que le citoyen comprenne que vraiment l'Égypte est en train d'entamer une réforme économique, donc nous sommes en train d'analyser tout cela. Il faut faire des investissements et des investissements. Il faut encore changer les lois. Par exemple, maintenant, ils disent qu'il y a des usines qui sont fermées. Les usines fermées, là, si quelqu'un l'achète, il a l'argent pour la faire marcher, là, il trouve que la loi
Il peut pas, si c'est un étranger, la loi ne donne pas un permis de séjour s'il achète une usine, n'est pas dans une région industrielle. Alors, il faut changer tous ces problèmes-là pour avancer, pour s'améliorer. Les investissements. Vous savez, avec les investissements, on a beaucoup de production. Beaucoup de production, ça veut dire... Des exportations, ça veut dire des devises. D'importation, et après, les prix s'abaissent. Comme on a dit, offre et demande. Bon, il y a des économistes qui disent que les prix ne baissent pas vraiment. Quand les prix augmentent, c'est très difficile qu'ils baissent, mais augmenter, c'est le taux ou bien les salaires ou alors le taux d'argent du citoyen même. C'est ça qui pourrait augmenter. Les salaires, vous voulez dire? D'une part, le salaire, le niveau de vie, les rémunérations, tout cela pourrait augmenter. Mais pour que les prix baissent, c'est un petit peu difficile. Regardez, aux États-Unis maintenant, vous avez regardé la conversation de Trump et Mme Clinton. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Trump, il a dit que les États-Unis ont des dettes environ 20 trillions, c'est-à-dire 20 000 dollars. Et il a dit que la balance commerciale, ça veut dire, est négative, environ 800 milliards de dollars, ça veut dire qu'il importe 800 milliards de dollars de plus. Il a dit que le rapport de développement est moins que 1%. Il a dit aussi que les investissements ont quitté les États-Unis. Ils ont parti pour le Mexique et pour la Chine. Et lui, il va baisser les taxes pour reconstruire aussi l'industrie américaine. Alors, les États-Unis qui a des problèmes. Maintenant, les États-Unis, d'après moi, il y a quelque chose là entre la Chine et les États-Unis, parce que les deux maintenant, peut-être l'économie des deux qui va réussir. Maintenant, la production nationale de la Chine a dépassé la production nationale des États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont accepter qu'elle va être la deuxième après la Chine ou non? On va avoir beaucoup de changements économiques. Alors pour nous, nous sommes calmes, ça marche lent, mais ça marche pour le mieux. N'importe quel projet ne peut pas donner des résultats très vite. Oui, on a dans les services des résultats très vite. Vous avez les rues, les routes, l'Alexandrie. Depuis que je suis né, moi, je suis très vieux là, et depuis que je suis né, je trouve que la route d'Alexandrie, le Caire, ont des difficultés. Et maintenant, vous avez une route comme en Europe. Ils l'ont fait dans 1 an et demi. Alors, les Égyptiens sont capables de faire n'importe, de s'avancer. Il a dit, il faut avoir de l'espoir. Et les jeunes aussi sont des locomotives de la production. Et le président a fait un grand succès de faire les références de la jeunesse pour les conférences. Oui. En tout cas, on salue beaucoup votre optimisme et votre espoir et on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour ce soir. On vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une édition de Direct et un nouveau collègue.